Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le nouveau webinaire du DAC qui aura donc pour thématique le diabète. Donc, je me présente, je suis Pamela Fourquier, je suis coordinatrice d'animation territoriale au DAC 74. Je vais vous rappeler quelques petites notions de fonctionnement et de déroulé du webinaire. Donc, il va se dérouler en deux temps, un premier temps de présentation et un second temps de questions-réponses. Vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions dans la conversation. Elles seront lues à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à les consulter pour éviter les doublons et nous permettre de traiter plus de questions. En fin de webinaire, je vous demanderai de bien quitter la vidéo afin qu'on puisse récupérer l'enregistrement, et que l'on puisse le mettre à votre disposition en replay sur le site du DAC d'ici une petite semaine. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va présenter ce webinaire. Allez, je vous partage du coup ma présentation. Hop là. Parfait. Du coup, moi je me présente. Je suis Emmanuelle Tessier. Je suis médecin urgentiste sur le centre hospitalier Annecy-Genevois et je suis aussi un des médecins coordinateurs du DAC 74. Je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter ce webinaire. Aujourd'hui, on parle de diabète et tout particulièrement de diabète de type 2. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet? D'abord parce que c'est une maladie chronique dont la prévalence n'a cessé d'augmenter depuis 2015 en France comme dans le monde, ce qui pose aujourd'hui un vrai problème de santé publique. Et puis surtout parce que c'est une maladie chronique qui est silencieuse et pourtant potentiellement très grave, et que pour vous, professionnels du monde du social et du médico-social, c'est important de pouvoir les accompagner et donc de bien comprendre la maladie. Je vais essayer de faire une présentation assez simple parce que du coup, vous êtes à la fois des professionnels du monde paramédical et médico-social. Je ferai un point particulier sur les dernières recommandations, plus spécifiquement pour les infirmières, mais j'essaierai aussi de vous donner à la fin des tips en termes de stratégie de communication efficace avec les patients diabétiques. Alors, qu'est-ce que c'est le diabète? Le diabète, c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une augmentation du taux de glucose dans le sang. Et ça, c'est dû potentiellement à deux choses. Ou une insuffisance de la production d'insuline, ou une résistance à l'action de l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite dans le pancréas et qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules, notamment dans les muscles, dans le foie et puis dans le tissu adipeux. En fait, elle fonctionne un peu comme vous voyez sur le schéma, comme une clé. Euh, Comme elle permet au sucre de rentrer dans la cellule, elle permet du coup d'être utilisée, enfin d'utiliser la source d'énergie qui est le sucre. Si elle n'est pas là, du coup, ou qu'elle ne fonctionne pas, comme c'est le cas dans le diabète de type 2, le glucose, il va rester et il va s'accumuler dans le sang. Et c'est là qu'on parle de glucotoxicité. Je vous donne juste très brièvement quelques chiffres, mais qui sont assez effroyables, hein. C'est 463 millions de personnes diabétiques dans le monde. C'est surtout 1,5 million de décès qui sont liés au diabète par an. Pour autant, on a quand même 75% des personnes qui sont diabétiques de type 2 qui peuvent éviter d'avoir des complications juste sur des changements de mode de vie. Quand on est diabétique, on a 2 fois plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, euh, un patient qui est atteint de diabète sur 2 n'a pas été diagnostiqué, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il a du diabète et donc va potentiellement développer des complications dans sa vie sans le savoir.
Alors, je vous fais un point sur les différents types de diabète pour bien comprendre. On différencie bien le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, il est souvent déclaré dans l'enfance. C'est une maladie qui est auto-immune. C'est le système immunitaire qui va détruire les cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas. Donc, pas d'insuline. Ça veut dire pas du tout de régulation de la glycémie. Ça veut dire une glucotoxicité potentiellement très importante et très grave. Le seul traitement du diabète de type 1, c'est de l'insuline. On a deux types d'insuline différentes. On a l'insuline qui est dite basale, qui va diffuser sur les 24 heures de la journée, dont on a besoin pour fonctionner, et puis les bolus qu'on va utiliser au moment de chacun des 3 repas. Le diabète du type 2, rien à voir. Là, ce n'est pas un problème de destruction et d'absence de production d'insuline, c'est ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et ça, c'est lié à des facteurs de risque qui sont à la fois modifiables et pas modifiables. Dans les facteurs de risque modifiables, le plus important, c'est l'obésité. Mais on a aussi l'hypertension, la sédentarité, l'alimentation, la mauvaise alimentation en tout cas, et le tabac. Et dans les facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, on a les antécédents familiaux du diabète et puis bien sûr l'âge. Un petit mot juste pour évoquer le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui ne se développe que pendant la grossesse et en général qui disparaît juste après l'accouchement. Pour autant, attention, à partir du moment où on a déclenché un diabète gestationnel, il augmente de façon majeure le risque de développer un diabète de type 2 plus tard dans sa vie. Donc, il nécessite une surveillance accrue. Alors, on passe au diagnostic et au dépistage. Celui qui est le plus utilisé pour faire le diagnostic de diabète, c'est le dosage du taux de, vous en entendrez parler, l'hémoglobine glyquée. C'est l'HbA1c. L'hémoglobine glyquée, c'est un dosage biologique et en fait, c'est le reflet des glycémies des 3 derniers mois du patient. Donc, c'est un chiffre qui correspond à un pourcentage. Le diagnostic de diabète, il se fait si le taux d'hémoglobine glyquée il est supérieur à 6,5%. On peut aussi faire le diagnostic du diabète si le taux de glucose plasmatique, donc si la glycémie, mais à jeun, est supérieure à 1,26, mais 2 fois de suite à 2 moments différents. Ou alors, le diagnostic, il est aussi posé si le taux de glucose plasmatique, il est à plus de 2 grammes à n'importe quel moment. En fait, vous voyez le petit schéma qui est en bas, il permet de savoir où vous êtes par rapport justement à ce résultat d'hémoglobine glyquée. Si le taux d'hémoglobine glyquée est inférieur à 5,7%, on n'est pas diabétique. Il n'y a pas de discussion possible. Si le taux d'hémoglobine glyquée il est entre 5,7 et 6,4%, alors là, on parle de prédiabète. C'est souvent un peu les gens se mélangent entre je ne suis pas diabétique, je suis prédiabétique et puis je suis diabétique. C'est pareil. C'est en fonction du chiffre 5, 7, 6, 4, on est prédiabétique. Au-delà de 6,5%, du coup, le diagnostic de diabète, il est posé. Vous aurez, je vais peut-être en parler maintenant parce que si vous ne posez pas la question à la fin, vous aurez pas mal de patients qui vont vous dire alors moi j'étais diabétique, mais je suis plus diabétique. C'est assez rare, mais on parle de rémission. Pour le coup du diabète, c'est un peu comme le cancer. Quand on est en rémission du diabète, ça veut dire qu'on est très à risque de redéclencher à nouveau un diabète. Pour autant, on va considérer que c'est possible, mais ça dépend de ce chiffre d'hémoglobine glyquée. Ça veut dire que si on a une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 6,5%, après 3 mois de règles hygiéno-diététiques, on considère qu'on est en rémission du diabète. De la même façon, on considérera qu'il y a rémission si on est à plus de 6 mois avec un changement de mode de vie. Ça peut être, je ne sais pas, par exemple, l'arrêt du tabac. Si l'hémoglobine glyquée après 6 mois, elle est inférieure à 6,5%, alors on parlera de rémission. De la même façon, même si on a été traité dans sa vie, si 6 mois après l'arrêt du traitement, l'hémoglobine glyquée, elle est inférieure à 6,5%, alors on pourra considérer, c'est pas qu'on n'est pas diabétique, c'est qu'on est en rémission de son diabète.
Alors, sur les recos de 2025, quand est-ce qu'on fait le dépistage du diabète? Alors, c'est systématique par le médecin traitant, tous les 3 ans si on a plus de 45 ans. Mais c'est aussi à faire tous les 3 ans si on a entre 18 et 45 ans. Alors, c'est assez rare de se dire j'ai 25 ans et je dois dépister le diabète tous les 3 ans, mais il faut impérativement le faire si l'IMC est supérieur à 25 et qu'on a un facteur de risque un facteur de risque de diabète, pardon. Les facteurs de risque du diabète, c'est quoi? C'est les antécédents familiaux personnels de diabète dans la famille au premier degré. C'est bien sûr, on en a parlé avant, le diabète gestationnel. C'est la présence d'un facteur ou de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, je vous rappelle, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est du coup l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le surpoids ou l'obésité, la sédentarité, le tabac, mais pas que, c'est aussi le stress qui est vraiment considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, la précarité sociale, ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Les autres facteurs de risque qu'on a, c'est le HDL inférieur à 0,35. Alors, ne confondez pas tout. Le HDL, c'est le bon cholestérol. S'il est trop bas, lui, ça va être un facteur de risque de diabète. Mais de la même façon, s'il est supérieur à 0,6, c'est un facteur protecteur. On a aussi le taux de triglycérides qui est supérieur à 2 grammes, mais pas que. On a aussi le syndrome d'apnée du sommeil, le VIH ou les ovaires polykystiques qui est souvent lié au surpoids ou à l'obésité. Alors, on a aussi les médicaments. C'est-à-dire qu'il faut penser à dépister tous les 3 ans si on est entre 18 et 45 ans avec un IMC supérieur à 25 et qu'on est sous antipsychotiques ou alors sous corticoïdes ou sous immunosuppresseurs au long cours, mais aussi quand on est sous diurétique. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent chez les patients, notamment qui ont de l'insuffisance cardiaque, et notamment les patients qui sont sous furosémide. Si on est au stade de prédiabète, du coup, le dépistage avec une hémoglobine glyquée ou une glycémie H1, il va se faire tous les ans. On va passer aux complications. Et c'est là où le sujet, il est un peu compliqué parce que les complications du diabète, elles ne se voient pas, ou en tout cas, elles ne se ressentent pas par les patients. Un diabète, et notamment un diabète du type 2 qui est mal équilibré, ça peut entraîner des complications graves, notamment au niveau des atteintes, ce qu'on appelle microvasculaires. Donc ça, c'est l'atteinte des petits vaisseaux. Vous entendrez peut-être parler de microangiopathie diabétique. Donc ça peut être la rétinopathie diabétique. Donc ça, c'est le diabète qui atteint les artères de la rétine. Et ça peut entraîner une perte de la vision. De la même façon, on parle de néphropathie diabétique, c'est l'atteinte des artères rénales et ça peut entraîner l'insuffisance rénale chronique. On parle aussi de neuropathie diabétique, là c'est le mauvais équilibre glycémique qui touche les nerfs et qui peut entraîner ou ce qu'on appelle une hypoesthésie, donc une baisse de la sensibilité, ou alors des douleurs neuropathiques. Donc ce n'est pas des douleurs classiques, c'est vraiment des douleurs comme des décharges électriques ou des brûlures ou ce qu'on appelle des paresthésies, c'est-à-dire des picotements, par exemple, surtout au niveau des membres inférieurs. Le diabète, ça peut aussi entraîner des complications au niveau des gros vaisseaux. Donc ça, on parle de macroangiopathie diabétique parce que du coup, ça peut être responsable d'AVC, d'infarctus. Alors attention, les infarctus chez les patients diabétiques, c'est très compliqué parce que c'est souvent sans douleur thoracique à cause de la neuropathie diabétique. Et puis sur les gros vaisseaux aussi des membres inférieurs, c'est-à-dire l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Une des complications qu'on rencontre fréquemment, c'est aussi, vous en entendrez parler, c'est le mal perforant plantaire. Donc le mal perforant plantaire, c'est quoi? C'est une plaie diabétique au niveau du pied qui va très mal cicatriser et qui peut aller jusqu'à l'amputation. Le mal perforant plantaire, il est très souvent lié au fait qu'il y a déjà une atteinte des nerfs. Donc en fait, il y a une neuropathie. Le patient, il ne va pas sentir qu'il a une plaie.
Et puis, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, c'est-à-dire les artères des jambes, elles sont bouchées, il y a une ischémie, et donc cette plaie, elle va très mal cicatriser. Alors, je vous fais un petit point sur les symptômes qui doivent vous alerter. Un patient qui est en décompensation diabétique, qu'est-ce qu'il a? Principalement, d'abord, il va uriner beaucoup, et parce qu'il urine beaucoup, il est déshydraté, et donc il va avoir soif, beaucoup aussi. Il a faim, souvent en permanence. Euh, et il va aussi être fatigué. Parfois, on va retrouver des fourmillements, des paresthésies au niveau des mains et des jambes, des vertiges aussi. Et puis, il va souvent avoir une cicatrisation qui se fait mal. En gros, ce qui est étonnant dans la décompensation diabétique, c'est la perte de poids. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir faim beaucoup, qui va manger beaucoup, mais pour autant qui va avoir une perte de poids très importante parce qu'il est déshydraté. Alors, il y a une première phase de gravité qui s'installe, c'est la phase de cétose. Pour essayer de vous faire bien comprendre, le sucre, donc vous avez compris ça, il ne rentre pas dans la cellule. Pour autant, il faut bien que l'organisme il trouve une source d'énergie. Et donc, ce que va faire le corps, c'est qu'il va déclencher une cascade métabolique qui va utiliser les graisses comme source d'énergie. Indirectement, cette cascade, du coup, elle va produire des corps cétoniques. Euh, cette phase de cétose, cliniquement, elle se manifeste par ce qu'on appelle un syndrome polyurépoïdiptique. Donc, ça, c'est un mot très compliqué pour dire j'urine et j'ai soif, en gros. Le patient, il a aussi des crampes, des troubles visuels, ça peut être un flou visuel simple, mais surtout, il a des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une anorexie, un amaigrissement et une haleine qui est un peu fruitée. Dans certains bouquins, vous allez trouver une haleine un peu comme de pomme Granny Smith qui est hyper caractéristique de la phase de cétose. Après cette phase de cétose qui s'est installée, on rentre dans la phase de gravité importante, c'est la phase d'acidocétose. Donc là, c'est les patients que moi je vois aux urgences et qui viennent se présenter avec des signes de déshydratation majeure. Ils sont polycliniques, ils sont hypothermes, mais surtout à un stade avancé d'acidocétose, ils ont des troubles de la conscience qui sont très importants. Je vous présente très rapidement comment sont triés les patients diabétiques quand ils arrivent aux urgences sur le change. En fait, nos infirmiers d'accueil, ils font une glycémie capillaire. Si la glycémie capillaire, elle est supérieure à 2,5 grammes par litre, on fait une cétonémie. Alors, comment ça marche? Pour ceux qui ne savent pas, la glycémie capillaire, on utilise un autopiqueur, on récupère une goutte de sang sur un doigt qui doit être propre et on le met en contact avec une bandelette qu'on met dans un appareil à glycémie. Quand on a un chiffre qui est supérieur à 2,5 grammes, qu'est-ce qui se passe? On fait une cétonémie. On utilise exactement la même méthode, mais on utilise des bandelettes qui sont différentes. C'est des bandelettes à cétonémie. Et dans ces cas-là, notre critère, c'est est-ce que la cétonémie, elle est inférieure à 3 ou elle est supérieure à 3? La cétonémie, normalement, normale, c'est inférieur à 0,5 mmol par litre. Donc, en gros, si la cétonémie à l'accueil des urgences, elle est supérieure à 3, le risque d'acidocétose, il est majeur. Le patient est souvent grave. Il a à minima des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. On l'envoie directement dans notre salle d'urgence vitale pour deux choses, les réhydrater, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une hydratation, au moins 1 litre de NaCl sur la première heure, mais surtout, ils ont besoin d'insuline. Donc, on instaure ce qu'on appelle un pouce seringue d'insuline avec une vitesse qui est adaptée à la glycémie qui est retrouvée à l'accueil. Si la cétonémie elle est inférieure à 3 mmol par litre, mais que le patient il a des signes de déshydratation ou des signes de gravité, donc les signes de déshydratation assez caractéristiques, le patient il est cerné, il a un pli cutané, il a la bouche sèche, des signes de gravité, il est hypotendu, il est tachycarde, il est polyclinique et il peut aller jusqu'à des troubles de la conscience. On ne se pose pas de questions, c'est aussi un patient qui va être transféré directement dans notre salle d'urgence vitale. Après, notre critère de gravité, il est modifié en fonction de est-ce que la cétonémie elle est entre 0,5 et 1,5. Là, on est plutôt dans la phase de cétose, quand même moins de chances d'arriver à l'acidocétose. Si la cétonémie est entre 1,5 et 3, on va être vigilant parce qu'il y a quand même un risque d'acidocétose. Mais en gros, si la cétonémie est supérieure à 3, le risque d'acidocétose, il est quasiment certain.
Je vous dis un mot sur les traitements non médicamenteux, qui sont quand même la base. L'alimentation équilibrée, l'activité physique régulière, et puis surtout la surveillance. Bon, sur l'alimentation, vous devez probablement déjà avoir toutes les infos, mais du coup, c'est incorporer des aliments qui sont riches en nutriments, en fibres, et bien évidemment limiter les sucres ajoutés. Alors, c'est pas que dire on va pas manger des bonbons, on va pas boire des boissons sucrées. C'est vraiment aussi essayer de limiter au maximum les graisses animales, les viandes rouges, tous les produits transformés qui contiennent du sucre alors qu'on s'en rend pas compte. Privilégier des huiles riches en acides gras monoinsaturés, donc l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza, des légumes à chaque repas, parce que, et peu de gens le savent au final, si vous avez dans votre assiette une certaine quantité de graisse et de sucre, vous allez avoir un pic glycémique et donc de la sécrétion d'insuline qui va être plus ou moins efficace en fonction de votre stade de diabète de type 2. Si vous mangez la même assiette avec des légumes, vous aurez un pic de glycémie moins important et donc un pic d'insuline moins important. Donc il y a vraiment un intérêt à juste ajouter des légumes pour réguler les pics d'insuline. Privilégiez au maximum le blé et les céréales complètes. Le poisson, c'est 1 à 2 fois par semaine en essayant au maximum. Et puis, consommer des produits laitiers, mais de façon assez modérée. Bon, le sucre sous toutes ses formes, je viens d'en parler, mais aussi limiter l'alcool. Et le sel, alors le sel, c'est inférieur à 5 grammes par litre, c'est quand même pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui mettent dans leur alimentation plus de 8 grammes de sel par jour. Sur l'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est un peu compliqué. L'HAS, elle dit 150 minutes d'activité modérée par semaine. Bon, si on n'est absolument pas sportif ou qu'on a 85, c'est quand même assez compliqué. C'est l'objectif, c'est l'idéal. 50 minutes x 3 dans la semaine. Mais c'est pas que ça, c'est aussi bouger. Ça veut dire que si on est dans son canapé ou si on est assis sur une chaise, le fait de se mobiliser, même ne serait-ce que 5 minutes par heure, ça va beaucoup jouer sur la régulation des glycémies et du diabète. C'est aussi proposer du renforcement du musculaire, particulièrement pour les personnes âgées, au moins 3 fois par semaine. Et puis juste peut-être commencer par 10 minutes de marche par jour. Ça suffit pour avoir un effet important sur l'hémoglobine glyquée, en tout cas. En termes de suivi médical, qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où on est diabétique, il faut, dans tous les cas, un dosage biologique de l'HbA1c tous les 3 mois, puisque l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les glycémies des 3 derniers mois. Est-ce qu'on est équilibré ou est-ce qu'on n'est pas équilibré? La cible, c'est 7%. Avec 7% d'hémoglobine glyquée, en gros, un patient diabétique, il ne fait pas de complications de son diabète. Donc, c'est la cible. En essayant de se rapprocher le plus de ce chiffre-là. C'est un bilan lipidique 1 fois par an. Le ionogramme, ça permet d'évaluer la fonction rénale, donc ça c'est pareil. On va le faire au minimum 1 fois par an. La question c'est est-ce qu'il y a déjà des complications de néphropathie diabétique et dans ces cas-là, une insuffisance rénale et qu'on va le contrôler plusieurs fois dans l'année. La consultation ophtalmo, c'est 1 fois par an dans tous les cas. La consultation cardio, c'est 1 à 2 fois par an en fonction des antécédents et des facteurs de risque cardiovasculaire. Et bien penser à aller régulièrement en consultation chez le pédicure ou le podologue pour prévenir le mal perforant plantaire. Il faut aussi penser assez souvent, en fonction des antécédents, de faire du dépistage du syndrome d'apnée du sommeil et puis aussi de dépister les syndromes dépressifs parce que, comme je vous le disais, le stress, la précarité sociale, ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire, donc des facteurs de risque de diabète. Donc, si on dépiste et qu'on prévient ce type de pathologie, on va favoriser la baisse de l'hémoglobine glycée. Alors, je vous dis un mot sur les thérapeutiques médicamenteuses. Je ne vais pas dans le détail parce que c'est quand même vraiment très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement numéro 1 du diabète, c'est la metformine. C'est ce que vous allez retrouver dans le médicament principe qui s'appelle le glucophage. La metformine, traitement de première intention, c'est le plus efficace et c'est celui qui va baisser l'insulinorésistance. Alors attention, la metformine est
pas bien toléré, il y a des effets indésirables qui sont extrêmement fréquents. Ça veut dire que si un médecin l'instaure à une dose trop importante, c'est-à-dire 1000 mg 2 fois par jour, voire 1000 mg 3 fois par jour si le patient est obèse, clairement, il va présenter des douleurs abdominales qui sont très importantes, des diarrhées, le patient dira moi, jamais je me traite pour le diabète, donc c'est souvent des patients qui sont en refus de traitement dans les suites. Donc c'est pour ça que vous verrez sur les ordonnances des instaurations de traitement qui sont très progressifs. C'est souvent 500 mg 2 fois par jour. On prévient les patients qui peuvent avoir un petit peu mal au ventre. Du coup, ça leur permet d'avoir on va dire, un meilleur lien avec la thérapeutique et progressivement, on augmente avec de la metformine 850 mg x 2, voire 1000 x 2, voire 1000 x 3 chez les patients qui sont en surpoids ou obèses. La deuxième ligne médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle les sulfamides hypoglycémiants et le répaglinide. Le répaglinide, c'est un des médicaments que vous retrouvez, c'est ce qu'il y a dans la spécialité Novonorm, et ça, c'est ce qu'on donne quand on a une insuffisance rénale chronique, alors que les sulfamides hypoglycémiants, c'est des médicaments qui sont contre-indiqués dans les insuffisances rénales chroniques. Ces médicaments-là, ils stimulent la sécrétion d'insuline. Donc, le risque d'hypoglycémie, il est majeur. Ça veut dire qu'un sulfamide hypoglycémiant, vous ne le verrez jamais le soir. Le risque d'hypoglycémie, il est majeur à 15 heures. Ça veut dire que si le patient se trompe et qu'il le prend le soir, le risque d'hypoglycémie, il va avoir lieu à 2 heures du matin. Là, c'est la catastrophe parce que les patients dorment, donc ne peuvent pas ressentir les signes d'hypoglycémie, ne peuvent pas se resucrer et ça peut être extrêmement dangereux. Pour vous parler des 2 autres classes médicamenteuses, je vous fais juste un petit schéma rapide. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Le corps produit des hormones qui s'appellent les incrétines. Les incrétines, elles vont faire la stimulation de l'insuline et l'inhibition du glucagon. Vous aurez tous compris, l'insuline, ça fait rentrer le glucose dans la cellule. Le glucagon, il fait tout l'inverse. Donc, du coup, c'est des hormones qui sont très intéressantes pour réguler le glucose dans le sang. Les DPP4, c'est des enzymes qui vont dégrader les incrétines. Donc, moins d'incrétines, moins d'insuline. Donc, en fait, on a 2 nouvelles classes médicamenteuses qui sont utilisées maintenant depuis quelques années. C'est les inhibiteurs des DPP4. Donc, on inhibe les enzymes qui vont dégrader les incrétines. Donc, il y a plus d'incrétines, donc il y a plus de production d'insuline. De la même façon, on a les agonistes des récepteurs du GLP1, c'est-à-dire que c'est comme les incrétines, c'est des médicaments qui vont simuler le GLP1 et donc ils vont se fixer sur les récepteurs et qui vont avoir exactement la même action que le GLP1, c'est-à-dire augmenter la production d'insuline. Ces médicaments-là risquent d'hypoglycémie. On les met vraiment en 3e intention, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais sur des ordonnances un début de traitement avec des agonistes du GLP1 ou des inhibiteurs des DPP4. On commencera toujours par la metformine, plus ou moins les sulfamides, et derrière ce qu'on appelle une escalade thérapeutique avec l'un des 2. On a une dernière classe médicamenteuse, c'est encore un nom un peu compliqué, hein, c'est les inhibiteurs du SGLT2. Donc ça, rien à voir, c'est des médicaments qui sont utilisés depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui font partie des dernières recommandations sur 2024 et 2025. Ils bloquent la réabsorption de glucose vers le sang. Donc, ça veut dire qu'en fait, avec ces médicaments-là, on ne va plus suriner le sucre, donc ça n'a plus rien à voir avec l'action de l'insuline, c'est juste on baisse le taux de glucose dans le sang. Ces médicaments-là, ils ont 2 autres indications, c'est l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale chronique. Encore une fois, l'instauration de tous ces médicaments, l'objectif, c'est d'aller à une cible de 7%. Peut-être plus pour les infirmiers, je vous dis en gros les grands noms commerciaux. Sur les inhibiteurs des DPP4, c'est le Januvia et le Janumet. Le Janumet, c'est une association avec la metformine et du coup la sitagliptine. Pour les analogues des GLP1, c'est ce que vous retrouverez dans Victoza, Trulicity et puis Ozempic. Et puis pour les inhibiteurs du SGLT2, ce sera le Forxiga et le Jardiance. Un petit mot juste pour vous dire comment on communique avec les patients diabétiques. La communication, elle est hyper importante comme stratégie, que ce soit thérapeutique ou non. En gros,
la règle numéro 1, c'est on respecte l'autonomie du patient et on essaye de comprendre comment lui, il vit son diabète. Il faut absolument éviter une chose, c'est de se retrouver un peu à être la police du diabète, c'est-à-dire de surveiller de façon constante où ce que mangent les patients ou les chiffres de la glycémie, parce que c'est vraiment perçu comme quelque chose d'assez infantilisant et ça marche pas du tout. En gros, la bonne position, c'est pas minimiser, pas dramatiser non plus, et essayer d'apporter une aide très spécifique qui est demandée par le patient. En fait, il faut essayer de comprendre comment on peut les aider. Ça peut être les aider à remplir leurs chiffres de glycémie dans un carnet, ça peut être les aider à faire une liste de courses, par exemple, et c'est vraiment spécifique à chaque patient. L'objectif, c'est de travailler en partenariat sur les changements de mode de vie. Vous n'arriverez pas à travailler sur un partenariat avec un patient qui fume depuis 40 ans et à qui vous allez dire, mais pour baisser les chiffres du diabète et avoir une hémoglobine glyquée qui se rapproche du 7%, il faut arrêter de fumer. Ça ne marchera pas. L'objectif, c'est vraiment les aider à d'abord gérer le stress, parce qu'on sait que le stress va favoriser une augmentation de l'hémoglobine glyquée, et puis surtout essayer de célébrer les efforts, même s'ils sont petits et même si vous les trouvez pas suffisants. Alors, avant de finir la présentation, je vais essayer de vous passer des messages assez importants. Alors ça sera plus pour les infirmières. On se méfie vraiment. Les diabétologues essaient de porter beaucoup ce message. C'est avec la dernière classe dont j'ai parlé, c'est-à-dire les inhibiteurs des SGLT2. On peut avoir des situations de cétonémie sans hyperglycémie. Ça veut dire qu'en fait, un patient qui a des signes de gravité, qui a des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, qui est diabétique bien sûr, à qui on fait une glycémie capillaire et qui n'a pas une glycémie capillaire importante, mais qui est sous ce type de traitement, il faut vraiment essayer d'obtenir une cétonémie parce que ça veut dire qu'on est potentiellement dans une décompensation grave et on va minimiser en disant non, en fait, il n'y a pas de problème de sucre. Si, il y a une vraie décompensation potentiellement acidocétosique grave, mais en fait, la glycémie, elle ne parle pas à ce moment-là. Le deuxième message que je veux vous faire passer, c'est une décompensation diabétique. C'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. On a un tiers des patients que nous, on voit avec des décompensations diabétiques aux urgences, qu'elles soient graves ou pas graves, qui font un infarctus mais qui n'ont pas de douleur thoracique pour le coup, donc il faut vraiment être vigilant avec ça. Et puis, le troisième point de vigilance, c'est ne pas passer à côté d'une hypoglycémie. Les signes d'hypoglycémie, alors caractéristiques, bien sûr, tout le monde les connaît, c'est des patients qui vont déjà avoir faim de façon vraiment très importante. Puis ils ont une sueur, qui tremblent, qui ont des palpitations, mais pas que. C'est aussi des patients parfois qui n'ont pas du tout ces symptômes-là et qui sont juste ultra anxieux ou alors qui vont être très agités. Un patient diabétique agité devant vous sans aucune raison, c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir une glycémie capillaire parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie qui est majeur, il ne faut pas passer à côté. Voilà, je finirai la présentation par cette citation. Chaque personne qui vit avec un diabète, il porte une histoire, souvent c'est une histoire familiale d'ailleurs, un rythme, une fragilité et une force qui leur est spécifique. Notre rôle, c'est pas de tout résoudre dans la maladie, mais au moins de ne pas les laisser seuls pour traverser ce chemin. Voilà, j'espère avoir été claire. On passe au temps des questions. Je vais peut-être sortir de ma présentation. Hop là, j'arrête le partage. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. On peut insister sur une partie ou pas. La première question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut partager ton support de présentation? Tu veux dire sur le site, par exemple? Envoyer. Ah oui, bien sûr, aucun problème. Aucun problème. Moi, je le. Je vais faire une réponse dans le Oui, chat. voilà. Et du coup, c'est un logiciel qui s'appelle Prezi que j'ai utilisé, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de l'avoir téléchargé pour pouvoir visualiser la présentation. Moi, je vais vous copier un lien
du coup, que du coup, je transmettrai. Et puis, Pamela, tu pourras t'occuper de leur transmettre. Alors, je ne sais pas si je visualise les questions, moi, pour le coup. Alors, je vais essayer. La première question, du coup, est-ce que la cible de l'hémoglobine glyquée, elle est la même pour tout le monde? Pas du tout. Et ça, faut vraiment que ce soit hyper clair pour vous. C'est-à-dire, la cible, c'est 7%, mais c'est une cible pour un patient lambda qui a 40 ans et qui a un risque de développer toutes les complications du diabète dans sa vie. L'objectif, c'est de dire, bon, bah, mes reins vont bien fonctionner, je ne vais pas perdre la vue, je vais pouvoir continuer à marcher sans avoir des douleurs chroniques, je ne vais pas faire d'infarctus, je ne vais pas faire d'AVC. Donc, eux, la cible, c'est 7% au maximum, avec du coup toutes les thérapeutiques non médicamenteuses et médicamenteuses. Mais en gros, plus on est âgé, plus les cibles de l'hémoglobine glyquée, elles doivent être plutôt lâches. C'est-à-dire que, par exemple, une personne âgée fragile, la cible de l'hémoglobine glyquée, ça va être 8%. Mais une personne âgée en perte d'autonomie avec des troubles cognitifs, la cible, elle va être de 9%. Parce que l'objectif dans ce cadre-là, c'est zéro hypoglycémie. C'est-à-dire que le patient ne chute pas et ne se mette pas en danger. Donc, c'est vraiment très différent d'un patient autonome de 40 ans. En gros, pour faire simple, une personne âgée qui a 80 ans, que moi je vois aux urgences, mon objectif glycémique, c'est 2 grammes. Si le patient est à 2 grammes, moi je suis très contente parce que je sais que du coup, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Et puis, bien sûr, il y a un peu des risques de complications, mais on va le gérer et au moins, il n'y a pas ces risques d'hypoglycémie. Alors, je ne vois pas toutes les questions en entier, ouais. Pouvez-vous nous parler de la prise en charge d'une hypoglycémie grave avec perte de connaissance à domicile et l'injection de glucagon? Alors, tout à fait. Le glucagon, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Tout le monde ne l'a pas hein, déjà disponible à domicile, mais c'est souvent les diabétiques de type 1 qui ont l'insuline et le glucagon à disposition. L'objectif, de toute façon, avant de faire quoi que ce soit avec le glucagon, c'est alerter. C'est-à-dire qu'un patient qui est retrouvé avec un trouble de la conscience et qui est diabétique, bah, déjà, il faut objectiver l'hypoglycémie, donc arriver à avoir accès très vite à une glycémie capillaire pour dire, voilà, il y a une hypoglycémie. Alors, attention, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des hypoglycémies qui sont ce qu'on appelle profondes, et là, qui peuvent entraîner un trouble de la conscience, et dans ces cas-là, le resucrage, il n'est pas possible. Donc, une fois qu'on a alerté, parce qu'il faut faire venir des secours à nous, donc on appelle le 15, on explique qu'on a un trouble de la conscience avec une glycémie qui est en cours, on donne le chiffre de la glycémie, mais en gros, un patient qui a un trouble de la conscience et une glycémie qui est à 0,6 ou 0,7, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. C'est une suffisamment importante de la conscience. Donc, ça veut dire que le trouble de la conscience, il est d'une autre origine. Donc, position latérale de sécurité, alerter, objectiver si on est bien face à un patient qui est hypoglycémique ou pas. Et puis après, l'utilisation du glucagon qui va faire l'effet en fait inverse de l'insuline, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, il va monter le sucre dans le sang en attendant d'avoir une équipe du SMUR qui va arriver, qui, eux, ont besoin de perfuser le patient pour faire une ampoule de G30 ou une deuxième ampoule de G30 qui va potentiellement sauver le patient. Lors des dépistages sur les personnes à risque, faut-il faire une HbA1c d'emblée ou faut-il juste faire 2 glycémies? Alors, il y a plusieurs écoles et ça dépendra complètement des médecins traitants. Il y a des médecins traitants qui vont ne surveiller que l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire qu'ils vont lancer une hémoglobine glyquée, on a un chiffre,
Ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand le chiffre, il est à, par exemple, 6,5. Qu'est-ce qu'on en fait vraiment? On n'a pas le diagnostic du diabète, et si on le refait, ça ne va pas vous donner d'informations plus importantes, puisque, encore une fois, comme je vous expliquais, l'hémoglobine glyquée, c'est le reflet des glycémies des 3 derniers mois. Donc, si on veut un diagnostic formel, on va être obligé de faire une glycémie à jeun 2 fois de suite. Pourquoi 2 fois de suite? Parce que les glycémies à jeun, elles peuvent être un peu modifiées par notre clinique de fond. Moi, je vais faire des glycémies qui sont souvent à jeun à plein de patients aux urgences. J'ai des chiffres qui sont supérieurs à 1,26. Ça ne veut pas dire que les patients, ils sont diabétiques au moment où je les prends en charge, ou ils sont diabétiques, mais on ne le sait pas. Non, pas du tout. Ça veut dire que les patients, ils sont hyper stressés d'être aux urgences. Ils vont produire de la cortisone naturelle de façon beaucoup plus importante. Et ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. C'est pour ça qu'on le fait 2 fois. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir une virose, faire une glycémie capillaire et se dire, ah bah ça y est, je suis diabétique. Non, en fait, pas du tout. Le deuxième chiffre, il nous confirme qu'il n'y a pas de diabète. Donc, en fait, l'hémoglobine glyquée, elle nous donne tout de suite la réponse. Si on a une hémoglobine glyquée à 7, on ne se pose pas de question. Le patient, il est diabétique, le diagnostic, il est posé et il est formel. Si on a une glycémie à jeun qui est juste une fois trop haute, bah, il va falloir qu'on aille le recontrôler quoi qu'il arrive. Ou alors une glycémie au-dessus de 2 grammes. Une glycémie à jeun au-dessus de 2 grammes, c'est pareil que l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, on ne se pose plus de questions, il y a le dépistage. Donc en fait, les médecins, ils vont un peu choisir. Souvent, ce qu'ils font, les médecins, c'est ils vont mettre une glycémie à jeun en plus d'un bilan un peu de fond où ils vont faire la fonction rénale, le bilan de l'hypercholestérolémie. Et quand ils voient que la glycémie à jeun est positive, c'est là où ils vont recompléter le bilan avec une hémoglobine glyquée. Alors après, on a bonjour. J'ai un patient qui a toujours un diabète 340 très élevé et ne veut pas prendre son traitement, sauf le traitement que l'infirmière lui donne. Alors, je pense que ça veut dire 3,40 g du coup, enfin qui doit souvent être autour de 3 grammes. Et c'est quoi la fin de la question? Et il refuse de prendre son traitement, sauf Ouais. celui qui est donné par l'infirmière. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, s'il peut apporter des précisions. C'est oui, parce que du coup, qui refuse de prendre son traitement, mais quel type de traitement, du coup? Vous en aurez des patients qui vont refuser de prendre leur traitement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quand même très compliqué parce que, en gros, le diabète, c'est une maladie qui est souvent associée à non. En fait, moi, je ne veux pas m'en occuper parce qu'en fait, comme je vous expliquais, comme c'est une maladie qui est silencieuse, on ne la ressent pas comme on ressent une hypertension. C'est plus facile de dire à un patient, j'ai une hypertension, donc si j'ai une tension supérieure à 16 de systole, par exemple, les patients ils vont être symptomatiques. Ils vont avoir des maux de tête, parfois ils vont avoir des nausées, et du coup ils vont se dire, ah ok, j'ai de l'hypertension, donc je vais prendre un médicament pour être efficace. Le diabète, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Ça ne se ressent pas. Un 3 grammes, parfois, ça fait, comme je vous disais, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, mais parfois, juste, on ne le ressent pas au moment où c'est. Donc, c'est quand même très difficile d'arriver à expliquer aux patients, ah là, la situation, elle est grave. Parce que, encore une fois, 3 grammes, si on n'est pas en stade de cétose, c'est pas grave. C'est juste une hyperglycémie. Les conséquences, elles sont au long cours, quand on va développer des complications parce qu'on est à 3 grammes tout le temps. Mais à 3 grammes, on a un risque de cétose qui est vraiment très importante. En fait, les patients, très souvent, ils ont quand même du mal à comprendre que la maladie, elle est grave jusqu'à la première acidocétose, où là, ils arrivent avec des états cliniques qui sont quand même très graves. Et là, ils comprennent que quand je suis à 3 grammes, je peux vite basculer vers des signes cliniques de complications qui sont très graves. Je ne sais pas s'il a complété. précision. Euh, Comment resucrer un patient à domicile? Alors, c'est pas compliqué. Par contre, il faut penser à 2 choses. On resucre le patient à domicile avec, ou si on a accès, par exemple, 2 cuillères de confiture, ça peut être une compote, par exemple, mais
Quelqu'un qui vomit, ça va être un peu compliqué. Du coup, proposer de l'eau avec du sirop en toute petite quantité, ça va déclencher moins de risques de vomissement que du sucre, pour le coup, dans de la confiture ou dans des compotes. Mais dans tous les cas, la deuxième étape, c'est des sucres lents. C'est-à-dire que les sucres rapides, c'est bien, ça va gérer l'hypoglycémie là tout de suite au moment des symptômes. Mais si derrière, le patient il se retrouve tout seul parce que les aides ou l'infirmière sont partis, l'hypoglycémie, elle va de toute façon se réinstaurer. Ça dépend pourquoi le patient est en hypoglycémie. Donc, il y a le resucrage rapide, première étape, le resucrage lent, deuxième étape, ça veut dire un morceau de pain, des biscottes par exemple, et puis la troisième étape, c'est pourquoi le patient est en hypoglycémie. Est-ce qu'il a pris des sulfamides hypoglycémiants qu'il n'a pas mangé? Est-ce qu'à un moment donné, il s'est trompé dans ses doses d'insuline? Parce que c'est un peu ça. Nous, la vigilance importante qu'on fait aux urgences, c'est vraiment, OK, est-ce qu'il y a eu une erreur dans l'insuline, et notamment dans l'insuline basale? Parce que ça veut dire que pendant 24 heures, le risque d'hypoglycémie, il est très important. Et ça, on le voit souvent dans les protocoles d'adaptation qui sont proposés aux infirmiers à domicile. C'est-à-dire que vous avez les diabétologues qui vont dire, OK, si la glycémie, elle est supérieure à 1,5 g le matin à jeun 2 jours de suite, ils vont proposer sur les ordonnances qu'on va augmenter de 2 unités l'insuline basale. Je vous donne un exemple où le patient il a de l'ambulantus ou de la Basaglar, peu importe, une fois par 24 heures. Il a 14 unités le matin. La glycémie, elle est à 2,5 g le matin, 2 jours de suite. On va ajouter 2 unités. Et là, peut-être que du coup, ça va être trop potentiellement. Et si on lui a mis 16 unités un mardi matin, et qui se retrouve en hypoglycémie le mardi alors qu'il est midi, le risque d'hypoglycémie, il va être majeur pendant toute la journée. Et donc la vigilance, c'est la nuit. Comment le patient va gérer ses hypoglycémies la nuit? Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une hypoglycémie au milieu de la nuit avec une impossibilité de resucrage? Et j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais pour que vous compreniez bien, par rapport au schéma des insulines, l'insuline basale, elle va être donnée, alors elle est plus souvent le matin que le soir, mais elle peut arriver le soir. Et là, elle va entraîner une baisse du coup du sucre dans le sang pendant les 24 heures à venir. Et les insulines, les bolus d'insuline, eux, ils vont gérer pendant à peu près 4 heures. Ça veut dire que si vous êtes infirmière libérale et que vous allez faire une glycémie à 11h30, qu'il y a eu une basale et un bolus donné le matin, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est la basale qui est trop, et que c'est une hypo par exemple, on ne sait pas si c'est la basale du matin qui est trop efficace, ou alors si c'est le bolus du matin qui est trop efficace. De la même façon, la glycémie de 4 heures, elle permet d'évaluer l'efficacité de l'insuline du midi. La glycémie de 22 heures, elle permet d'évaluer le bolus du soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est beaucoup moins utilisé pour le coup, mais ça existe, des sprays qui nous permettent du coup d'avoir un effet équivalent au placebo. Pour les publics les plus précaires, parfois en difficulté pour avoir accès à un médecin traitant, euh, qui présentent des critères de risque importants, comment pouvez-vous accéder à des dépistages? Alors, il y a des assos qui proposent des dépistages. Nous, par exemple, au Champ, je crois que ça se passe 3 fois par an. C'est dans tous les hôpitaux du territoire où on a effectivement une équipe qui est là avec tout le matériel de glycémie capillaire. Et donc ça, c'est des périodes particulièrement dans l'année, mais vous avez des pharmacies. Il faut aller... Alors, encore une fois, la pharmacie, elle ne fait pas de dépistage. Parce que le dépistage, comme je vous l'ai expliqué, c'est que la glycémie à jeun, la glycémie supérieure à 2 grammes, l'hémoglobine glyquée. OK. Mais si on n'a pas de médecin traitant du tout, que c'est des patients qui sont en situation de précarité sociale et qui n'ont pas accès à une biologie, il faut aller à la pharmacie. C'est pas compliqué. On va à la pharmacie, on a une glycémie capillaire. Si sur la glycémie capillaire, on a 3 grammes, bah,
voilà, le diagnostic de diabète, de dépistage de diabète, il est là, il existe. Et dans ces cas-là, il faut impérativement avoir accès à un médecin qui puisse, du coup, confirmer le diagnostic, faire le bilan de toutes les complications et évaluer la nécessité de l'instauration de la metformine, pour le coup. Est-ce que le diabète peut accélérer les troubles cognitifs? Alors, c'est très intéressant comme question parce qu'il y a vraiment, alors ça, il y a plein d'études en ce moment, et particulièrement aux États-Unis, qui parlent, alors je ne sais pas si le terme sera utilisé comme ça dans les années à venir, mais on parle d'un diabète de type 3, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intrication qui existe et qui va être mise en évidence dans les années à venir par la recherche entre l'existence du diabète et la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des ponts. Déjà, à la base, on sait que le diabète, c'est une accumulation du coup de glucose dans les vaisseaux. Quoi qu'il arrive, ça va entraîner une augmentation du risque de démence vasculaire, quoi qu'il arrive. Mais même au-delà de ça, comme tous les facteurs de risque cardiovasculaire, mais au-delà de ça, on a vraiment là des études qui montrent que le diabète pourrait être un des éléments importants, en tout cas, de la maladie d'Alzheimer. Et c'est beaucoup en réflexion en ce moment parce qu'on voit beaucoup de patients arriver avec des maladies d'Alzheimer, mais extrêmement jeunes. C'est des patients qui peuvent avoir 45-50 ans et qui développent ce type de maladie. Donc, je pense que c'est des travaux de recherche qui vont être très importants dans les années à venir, mais je crois qu'on peut considérer que oui, il y a vraiment un lien entre les deux. Il n'y a plus de questions. Eh ben, c'est parfait. J'espère que la présentation vous a été utile. Du coup, bien sûr, Pamela, elle vous donnera la possibilité d'avoir accès à la présentation. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous redis ce que Pamela vous a dit, c'est-à-dire bien penser à tous vous déconnecter pour qu'on puisse valider l'arrêt de l'enregistrement. Et puis, voilà, le replay d'ici une semaine. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire.